Glissements de terrain, inondations et séismes sont des catastrophes de plus en plus récurrentes dans la sous-région Afrique centrale. Et plus de 70% sont d'origine hydro-météorologique. Pendant 4 jours à Douala, des experts de divers pays se sont réunis pour un atelier de renforcement des capacités pour la réduction des risques de catastrophes. Beaucoup de fonds ont été déjà fournis dans ce sens puisqu'on a déjà au niveau régional un roster d'experts, de plus de 300 experts formés pour la gestion post-catastrophe et plus de 20 qui sont formés pour la gestion des urgences immédiates à l'issue des catastrophes immédiates. Mais le plus grand défi, c'est la coordination. Il faut surtout que les acteurs puissent travailler ensemble parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'une question de développement durable. C'est déjà de mettre en présence les différentes parties prenantes, depuis les systèmes de prévision jusqu'aux membres de la société civile, sous couvert de la protection civile. Et on essaye de faire à ce que les gens se connaissent, puissent échanger et puissent prendre leur place effective pour que l'on ait le système le plus efficace possible. Ces experts sont issus de divers secteurs de la société civile, pompiers, services d'urgence, universitaires, ONG, secteur privé et médias. Le modèle à l'horizon 2050-2100 prévoit une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur, une hausse des précipitations totales, ce qui aura pour effet d'augmenter la fréquence des inondations. Les autres risques potentiels les plus fréquents sont liés à l'activité sismique et volcanique spécifique à certaines régions telles que les Grands Lacs et la ligne volcanique du Cameroun. Trouver des solutions aux défis hydrométéorologiques, volcaniques, sismiques et autres offres au gouvernement, aux experts techniques, aux universitaires et aux parties prenantes, entreprises privées, sociétés civiles, des perspectives de coopération et de développement. Lorsqu'il y a catastrophe, lorsqu'il y a désastre, lorsqu'il y a inondation, lorsqu'il y a sécheresse, lorsqu'il y a glissement de terrain, vous pouvez vous imaginer que c'est tout un travail, c'est toute la production des petits producteurs agricoles qui est en danger. Donc l'impact économique est incommensurable. L'impact le plus évident du changement climatique sur le développement, c'est le fardeau que ça fait peser à travers les pertes économiques et socio-économiques énormes que ça implique dans chaque pays, dans chaque communauté qui y fait face. L'impact des inondations, par exemple, sur une région donnée, se chiffre à des millions et des millions de francs CFA pour la reconstruction et pour la réponse immédiate aussi. Ça se traduit sur la baisse des écoulements, par exemple sur l'Oubangui. Vous savez que l'Oubangui, c'est une voie fluviale qui relie Brazzaville et Bangui. Et donc avec la baisse du niveau des écoulements, donc ça réduit le temps de navigation entre Bangui et Brazzaville. Et ça pose un problème déjà en termes de rentabilité économique. Aujourd'hui, nous avons des maladies d'origine hydrique. Nous avons des maladies au niveau des bétails connaissent des maladies, les produits chambettes connaissent des cas de maladies. Donc ça fait que, et dans l'agriculture, dans l'élevage et même dans la gestion de l'humain, au quotidien, on connaît des effets liés au changement climatique. Les effets dus à ce phénomène auront des impacts sur la vie quotidienne, comme on le disait, auront un impact sur les infrastructures, auront même un impact lorsque, à l'échelle macro, on fait des analyses sur le produit intérieur brut. Nous avions mené une étude avec la Banque mondiale sur comment intégrer ces considérations liées au climat dans la planification. Les experts ont eu à commettre un document diagnostic qui montrait que dans 4 secteurs, donc l'agriculture, l'énergie, le transport et le développement urbain, concrètement comment chiffres à l'appui, les effets de changement climatique pouvaient se faire ressentir dans le produit intérieur brut. Nonobstant le fait que les communautés soient frappées par ces catastrophes, il n'en demeure pas moins qu'on se demande bien quelles sont les actions qui sont menées pour y remédier ou les éviter. Face au changement climatique et à ses effets, là on ne peut rien. Parce que les actions pour contrer ces effets, c'est des actions à très long terme.
c'est-à-dire réduire les gaz à effet de serre et tout. Mais au quotidien, ce qu'on doit faire, c'est que les populations doivent s'adapter à ces effets pour pouvoir être résilientes. Les actions ne sont pas pour l'instant très visibles parce que les moyens mis en œuvre et aussi les parties prenantes qui doivent interagir, je ne vois pas trop, et surtout que vous savez que depuis 2013, le pays traverse une crise et cette crise a fait que le gouvernement central ne contrôle pas environ 80% du territoire et donc ce n'est pas évident de rendre visible en fait, des actions en, fait, en l'espèce contre le changement climatique. On ne va pas pouvoir remédier aux inondations, à moins de faire énormément d'aménagements. On va pouvoir, en tout cas, ce qu'on a mis en place, on va pouvoir mieux informer les populations et surtout mieux savoir comment les inondations arrivent et se propagent. Ce qui sera déjà extrêmement important parce que derrière, on pourra mettre en place un système d'alerte pour dire aux populations, attention, ne restez pas près de la rivière, mettez-vous en sécurité. Ce qui éviterait déjà beaucoup de problèmes. À côté de ça, il faut une information à la base, il faut une prévention. Et c'est justement à ce niveau-là que se trouve le rôle de la communication en général, le rôle des médias notamment, parce que les médias devraient accompagner ce genre de projet-là en termes d'information, de sensibilisation, d'éducation même des populations. C'est un rôle qui revient d'abord à la société civile, en général, mais qui revient surtout aux médias en particulier, aux médias de masse qui peuvent mieux informer, mieux toucher ces populations-là. La prévision. Elle est évoquée comme l'un des moyens les plus efficaces pour éviter autant que faire se peut les désastres liés à ces catastrophes. La ville de Douala s'est dotée d'un système d'observation hydropluviométrique dans la vallée du Tongo-Bassa afin de mieux anticiper et de prévoir d'éventuelles inondations. Nous avons installé en tout 17 appareils, 17 équipements répartis entre le haut, donc jusqu'au PK14 pour ceux qui connaissent la ville, donc entre des pluviomètres pour mesurer la pluie et des limnigraphes, comme cet appareil qui est derrière, pour mesurer les hauteurs d'eau. L'objectif, c'est de pouvoir prévenir et mettre en place un système d'alerte précoce contre les inondations dans la zone de Makepe-Misoké, avec la participation bien évidemment de la communauté urbaine de Douala. Première composante, nous sommes accompagnés par l'Institut de recherche pour le développement qui pilote cette composante scientifique et technologique qui aujourd'hui a abouti à la mise en place d'un réseau d'observation hydrologique et météorologique qui permet désormais de savoir exactement comment se comportent les précipitations dans le bassin versant du Tongo-Bassa. Actuellement, nous avons un projet financé par l'Agence française de développement à Douala qui concerne les inondations et la prévision et les systèmes d'alerte précoce communautaires. J'insiste sur le mot communautaire parce qu'on essaye d'impliquer les populations les plus vulnérables au système d'alerte sur le bassin du Tongo-Bassa, dont la petite portion qui s'appelle Makepe-Misoké, qui est sujette à des inondations récurrentes ces dernières années et où il y a eu quand même de graves dégâts matériels et je crois qu'il y a eu des pertes humaines. Et on essaye de monter en fait un pilote qui puisse être reproductible à d'autres bassins versants de la zone de Douala, mais aussi à d'autres villes de la sous-région qui sont soumises à l'aléa inondation. Peu à peu, tel un échantillon, la ville de Douala s'arrime aux normes des villes modernes en matière de prévention. Mais si au lieu de prévenir, on ne permettait même pas à ces familles de s'installer dans ces zones à risque. Vous savez, la question foncière au Cameroun est très complexe. La question foncière est très complexe parce que pour maîtriser l'urbanisation, il faut maîtriser le foncier. Donc la ville, les municipalités, ce n'est pas l'apanage de Douala seul, mais la plupart des municipalités aujourd'hui, que ce soit de Limbe, Douala, Yaoundé, surtout les villes côtières qui concentrent beaucoup d'enjeux économiques, attirent particulièrement les populations. Les villes n'ayant pas la totale maîtrise du foncier, ne peuvent en conséquence pas avoir la pleine maîtrise de l'occupation des sols. Et ça, c'est d'un point de vue. D'un autre point de vue, il faut bien trouver une alternative à ces populations qui arrivent. C'est-à-dire qu'il faut améliorer l'offre formelle en terrain à construire.
C'est donc ce déficit-là d'offres formelles en terrain à construire qui pousse parfois les populations, généralement à faible revenu, à se retrouver dans ce type de zone-là. Nous savons tous que Ngouaché est une zone à risque. Les pouvoirs publics l'ont dit aux populations et les populations n'ont pas voulu comprendre. Alors maintenant, on va continuer avec la sensibilisation, mais elle sera accompagnée des mesures de répression. Vivement donc que soient répertoriées et cartographiées les zones à risque pour éviter que ne se reproduisent d'autres sinistres mortels tels que le glissement de Ngouaché et les inondations de Makepe-Misoké. La cartographie est fondamentale parce qu'elle nous produit en temps réel des informations très importantes. Je crois que ce que font des organisations comme OpenStreetMap sont vraiment centrales. À mon avis, la cartographie toute seule peut jouer un rôle important, mais elle peut être ultérieurement enrichie si on tient compte aussi d'un autre facteur que la cartographie ne peut pas cerner elle directement, qui est le facteur diachronique. Parce que la cartographie, à travers les satellites ou à travers tous les instruments, je ne suis pas un spécialiste de ça, vous donne une image de la situation d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, et ainsi de suite. Mais il est très important aussi de valoriser, de mettre en valeur la mémoire historique que les personnes ont de ce qui s'est passé, s'est passé autour d'eux. Qui se rappellent qu'il y a 50 ans, il y a eu un certain type d'événement qui a fait un certain type de désastre, où l'eau est arrivée à un certain niveau, où il y a eu un éboulement qui a été caractérisé, qui a eu certains types de caractéristiques, etc. Donc à mon avis, la cartographie doit être enrichie par un axe diachronique où la citoyenneté peut fournir des informations très importantes. La localisation des risques pose de sérieux problèmes. Si on ne connaît pas les endroits où il y a les risques, on ne sait pas le nombre de populations qui sont dans ces endroits-là. On ne sait pas quelles sont les voies d'accès dans ces endroits-là. On n'arrivera pas à apporter en temps apporter les secours à cette population-là. Ce que la cartographie nous permet aujourd'hui, c'est d'écouter la population. Grâce aux images aériennes qui sont très précises, on se rend compte que les gens sont capables de lire la carte et de pouvoir positionner sur la carte les avis et les souhaits des populations. Ça permet de visualiser déjà les déséquilibres spatiaux en termes de répartition déjà des offres et de visualiser aussi les meilleurs endroits où est-ce qu'il faudrait positionner les infrastructures et de voir où se trouve réellement le problème parce qu'on ne peut pas gérer un territoire sur la base d'un fichier Excel. Une importance fondamentale. Comme l'a expliqué mon collègue Willy Sob hier, c'est que pour bien connaître les choses, il faut savoir où elles sont, où est-ce que ça se passe. Si vous voulez connaître un impact sur, par exemple, une ville, si vous n'avez pas un adressage extrêmement précis, vous direz oui, c'est par là que ça s'est passé, etc. On n'aura pas une information précise et on ne pourra pas avoir une action a posteriori efficace. Après ce premier atelier de renforcement des capacités de Douala, le cap est mis sur Libreville pour fournir davantage d'armes aux experts afin d'avoir les outils nécessaires et afférents.